Pour la plupart, le jour de la mort est inconnu, tandis que pour quelques-uns, ils connaissent même l'heure exacte. Ils appellent la veille de la mort la période précédant l'exécution d'un prisonnier condamné. C'est un temps d'isolement et d'attente, pendant que le prisonnier compte les dernières heures de sa vie. Quelle pensée traverse son esprit dans ces derniers moments? Dans cette vidéo, nous explorerons les dernières heures des condamnés à mort lors de leurs derniers jours sur Terre. Teddy était un tueur en série notoire et un violateur de corps, considéré comme l'un des criminels les plus célèbres du XXe siècle. Entre 1974 et 1978, Bundy s'est consacré à abuser et à tuer plusieurs femmes dans différents endroits, comme Washington, Oregon, Colorado, Utah et Floride. En 1979 et 1980, Bundy a fait face à 2 procès au cours desquels il s'est représenté lui-même car il avait fréquenté la faculté de droit pendant quelques années et savait comment se comporter au tribunal. Il paraissait toujours calme, confiant et insouciant pendant les interrogatoires. Cependant, les preuves présentées contre lui étaient irréfutables et à la fin de 1979, il a été condamné à mort à 2 reprises. Mais cela ne marqua pas la fin pour Teddy Bundy. En 1980, il fut jugé une nouvelle fois pour le meurtre de Kimberly Lyric, une fillette de 12 ans qui fut sa dernière victime en Floride. Là, il fut condamné à mort par électrocution pour la 3e fois. Il passa presque une décennie à attendre son exécution à la prison d'État de Floride, également connue sous le nom de prison de Stark. Comme c'est souvent le cas avec les condamnés à mort, Bundy tenta de faire appel de sa sentence à plusieurs reprises. Pendant qu'il continuait ses appels, il commença à accorder des interviews. Dans ces interviews, Teddy parlait de ses crimes et de son processus mental, bien qu'il prenne soin de s'exprimer à la 3e personne. Il évoquait sa carrière de voleur et confessait que la plupart de ses biens de valeur étaient volés. Il se délectait du fait que, s'il voulait quelque chose, il sortait et le prenait sans payer. Il est très probable que cette mentalité ait influencé sa décision d'agresser et de tuer brutalement ses victimes. Lorsque la date de son exécution fut fixée au 2 juillet 1986, Bundy décida qu'il était temps de faire une confession. Il a avoué à 2 enquêteurs avoir pris la vie de 30 femmes. Bien que certaines personnes pensent qu'il est responsable d'avoir fait du mal à plus de 100 femmes, il a expliqué comment il retournait sur les lieux où il avait blessé ses victimes et pratiquait des actes sexuels inacceptables sur leur corps en décomposition, poursuivant ce comportement pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le faire. Aussi choquant que cela puisse paraître, ce n'était pas la seule pratique répréhensible à laquelle il se livrait. Bundy a également avoué qu'il décapitait certaines de ses victimes avec une scie à métaux et emportait les têtes chez lui comme une sorte de trophée. Après plusieurs reports, la date de l'exécution de Bundy fut fixée au 24 janvier 1989. Pour son dernier repas, il n'a fait aucune demande spéciale et a reçu le repas standard de la prison, qui consistait en viande, œufs, pommes de terre frites et pain grillé. Cependant, il a perdu l'appétit et n'a pas touché à la nourriture. Lors de sa dernière nuit en vie, des centaines de personnes ont campé à l'extérieur de la prison, célébrant et anticipant sa mort. À l'intérieur de la prison, Bundy a accepté son sort et a passé 2 derniers appels téléphoniques pour dire adieu à sa mère. Les dernières paroles du célèbre agresseur furent « J'aimerais envoyer tout mon amour à ma famille et à mes amis ». Il fut exécuté par électrocution à 7h40 en présence de témoins venus observer l'événement. Après la confirmation de son exécution, ceux qui attendaient des nouvelles devant la prison ont tiré des feux d'artifice et célébré la mort de Teddy Bundy. Après l'exécution de Bundy, son corps fut transféré au bureau du médecin légiste pour une autopsie. Son cerveau fut retiré et donné à des scientifiques pour examen, dans le but de rechercher toute anomalie pouvant avoir contribué à ces actes répréhensibles. Enfin, le corps de Bundy fut incinéré conformément à ses souhaits et ses cendres furent dispersées dans les montagnes de Washington, le même endroit où il avait caché les corps de certaines de ses victimes. L'enfance de John Gacy a été problématique, car sa relation avec son père était tendue. Son père, qui était alcoolique, le blessait souvent physiquement et émotionnellement, ainsi que ses sœurs et sa mère. En grandissant,
Gacy a peut-être eu du mal à comprendre sa sexualité car il était attiré par les hommes mais vivait dans une société largement homophobe. Confronté à ce défi, Gacy a décidé de se marier. Il a ensuite déménagé à Waterloo, dans l'Iowa, où la famille de sa femme possédait 3 restaurants, et il est devenu gérant. La vie de John semblait parfaite jusqu'en mai 1968, lorsqu'il a été accusé d'avoir agressé sexuellement 2 garçons. Ce fut le début du chemin sombre de Gacy, un chemin qui finirait par le mener à une fin prématurée. En novembre de cette même année, il a plaidé coupable à une accusation de sodomie et a été condamné à 10 ans de prison. Pendant cette période, sa femme a divorcé de lui et s'est enfuie avec leurs enfants. En prison, John est devenu un détenu modèle et après avoir purgé 18 mois de sa peine, il a été libéré en liberté conditionnelle en juin 1970. Une fois sorti de prison, Gacy est retourné à Chicago, sa ville natale, pour recommencer sa vie. Il a réussi à se réintégrer dans la société. Il a fondé une entreprise prospère, s'est marié, a fréquenté l'église et était connu pour organiser des fêtes élaborées. Cependant, un côté sombre était présent en lui attendant d'être libéré. La disparition soudaine d'un garçon nommé Robert en décembre 1978 a conduit à une enquête qui a abouti à l'arrestation de John Gacy. Il a été découvert que Gacy attirait des jeunes hommes chez lui, où il abusait d'eux et prenait ensuite leur vie. Gacy a finalement été arrêté le 22 décembre 1978, après quoi il a avoué les meurtres d'environ 30 jeunes hommes ou plus. Après avoir entendu l'aveu, la police a fouillé sa maison et a trouvé 26 corps cachés dans un espace sous la maison. Le procès de John a commencé en février 1980 et il a été accusé de 33 meurtres. Il a été reconnu coupable de meurtre ainsi que d'agression sexuelle et a été condamné à mort. John a passé 14 ans dans le couloir de la mort au centre correctionnel de Menard. L'isolement qui accompagne la condamnation à mort l'a amené à commencer à peindre. Il peignait souvent des clowns, des crânes, sa maison et des oiseaux. Ses peintures ont même été exposées et vendues aux enchères. Aussi intéressant que cela puisse paraître, ce n'était pas la seule chose qui intéressait Gacy. Il a lu une grande variété de livres juridiques et a accumulé les connaissances nécessaires pour déposer plusieurs appels. Cependant, ces connaissances et ces appels n'ont pas suffi à le sauver, car en octobre 1993, la date de l'exécution a été fixée au 10 mai de l'année suivante. La veille de son exécution, Gacy a été transféré au centre correctionnel de Stateville, où l'exécution aurait lieu. Gacy a passé l'après-midi avec sa famille lors d'un pique-nique organisé dans l'enceinte de la prison, qui serait son dernier repas. Gacy a demandé un seau de poulet KFC, une douzaine de crevettes frites, des fraises fraîches et un Coca-Cola zéro. Le soir, il a reçu la visite d'un prêtre catholique qui a procédé au dernier sacrement avant d'être conduit dans la chambre d'exécution. Alors que Gacy se préparait mentalement à perdre la vie, une foule s'est rassemblée à l'extérieur du centre correctionnel de Stateville, attendant son exécution. La plupart d'entre eux étaient heureux que le règne du mal de Gacy soit enfin terminé. Après avoir été attaché à la chaise d'exécution, les derniers mots supposés de Gacy ont été « embrasser mon cul ». L'avocat présent a soutenu qu'il parlait à un officier de prison. Gacy a finalement été exécuté par injection létale et son corps a ensuite été incinéré. Aileen Wuornos est née d'une mère mineure qui l'a abandonnée chez ses grands-parents alors qu'elle n'avait que 11 ans. À cet âge, Aileen vendait déjà son corps à l'école en échange de drogue, de nourriture et de cigarettes. Dès lors, elle décida d'en faire sa carrière avant de devenir une tueuse en série. Aileen avait un long casier judiciaire et fut arrêtée plusieurs fois pour diverses raisons, y compris des vols, entre 14 et 22 ans. Aileen a été témoin des pires choses que le monde pouvait offrir, et c'est pourquoi elle a tenté de se suicider 6 fois, sans succès. Tout en travaillant comme prostituée, Aileen développa une soif de sang qu'elle libéra entre 1989 et 1990. Elle a ôté la vie à 7 hommes âgés de 40 à 65 ans et fut surnommée la Dame de la Nuit. Aileen fut finalement arrêtée en Floride et accusée du meurtre de 6 hommes. Lors de son procès, Wuornos prétendit que les meurtres
avait été commis en état de légitime défense car elle était agressée par les hommes. Bien qu'elle ait été diagnostiquée d'un trouble de la personnalité borderline et d'un trouble de la personnalité antisociale, Aileen ne fut pas acquittée. L'accusation a soutenu qu'elle avait commis ces crimes pour des gains financiers. En février 1993, Aileen avait été condamnée à mort 6 fois pour toutes les vies qu'elle avait prises, à l'exception d'une seule. Depuis son arrestation jusqu'à son exécution, Aileen passa 12 ans dans le couloir de la mort. Son séjour sur la mort fut marqué par des hauts et des bas, et elle commença à faire des allégations étranges. En 2002, elle accusa les gardiens de prison d'ajouter de la salive, de l'urine et de la saleté à sa nourriture. Elle affirma que le personnel pénitentiaire essayait de la frustrer au point qu'elle tente de se suicider avant son exécution. Finalement, Aileen se plaignit d'une longue liste de choses, comme la faible pression de l'eau, la moisissure sur son matelas, des menottes trop serrées et bien d'autres problèmes. Ces plaintes constantes concernant ses conditions de vie pouvaient être une tentative pour faire annuler sa condamnation ou obtenir une grâce, mais quelle qu'en soit la raison, cette tactique n'a jamais fonctionné. Dans les semaines précédant son exécution, Aileen a donné des interviews dans lesquelles elle a déclaré que son esprit était tourmenté. Elle a également parlé de ce qu'elle ressentait par rapport à la façon dont elle était présentée dans les médias. Aileen avait l'impression d'être injustement dépeinte comme un monstre et était représentée comme une tyranne sans scrupules et sans considération pour la vie humaine. Aileen a été exécutée par injection létale le 9 octobre 2002. Pour son dernier repas, elle n'a demandé rien d'autre qu'une tasse de café. Ses dernières paroles furent « Oui, je voudrais juste dire que je navigue avec des rocs et je reviendrai comme le jour de l'indépendance avec Jésus, le 6 juin, comme dans le vaisseau mère du film Grande Mère, et je reviendrai, je reviendrai. » Aileen était la deuxième femme à être exécutée en Floride depuis la réintroduction de la peine de mort en 1976. Après son exécution, son corps a été incinéré et ses cendres ont été remises à son ami d'enfance, Dawn Bodkins, qui a maintenu son amitié avec Aileen malgré ses crimes. Bodkins a emporté les cendres au Michigan et les a dispersées sous un arbre. Pendant sa vie, Aileen adorait écouter l'album Tiger Lily de Natalie Merchant et demanda qu'une chanson de l'album soit jouée à son enterrement, une demande qui fut finalement honorée. Barbara Graham, à l'âge de 22 ans, travaillait déjà comme prostituée où elle s'était impliquée dans les jeux d'argent et l'usage de substances illégales. Elle s'était liée d'amitié avec des criminels connus qui l'ont introduite à toutes sortes d'activités criminelles. Après 3 mariages ratés dans le passé, Barbara a épousé Henry Graham en 1953. Il travaillait comme barman, mais était un criminel de bas niveau dépendant. Barbara s'est rapidement liée d'amitié avec les amis de son mari, qui étaient également des criminels, et en peu de temps, elle a commencé à fréquenter des personnes comme Jack Santo et Emmett Perkins. L'amitié de Barbara avec Jack Santo et Perkins allait plus tard la conduire à commettre ses pires crimes et à sa mort éventuelle. Alors que leur amitié s'épanouissait, Barbara a entamé une liaison avec Perkins, qui lui a parlé de ses plans pour voler une femme âgée qui gardait soi-disant de grosses sommes d'argent et des bijoux coûteux chez elle. Lorsque le plan était établi, Barbara, Santo, Perkins et 2 autres complices se sont rendus chez la femme, ont tout fouillé et l'ont brutalement blessée au point de lui ôter la vie. Malgré leurs meilleurs efforts, le vol a échoué car ils n'ont trouvé aucun argent. Cependant, ils ont commis un crime grave qui a conduit la police directement à eux. Lors du procès, Barbara a maintenu son innocence, mais les preuves présentées contre elle, y compris les témoignages de témoins et les preuves physiques, ont conduit à sa condamnation. Dans le tribunal de l'opinion publique, elle a été surnommée « Bab la sanglante » en raison de la gravité du meurtre et de son manque de remords. En 1955, Barbara, Santo et Perkins ont finalement été reconnus coupables de meurtre au 1er degré et condamnés à mort. Barbara a tenté de faire appel de sa condamnation, mais tous ses recours ont échoué et sa date d'exécution a été fixée au 3 juin 1955. La veille de son exécution prévue, Barbara a été transférée à la prison d'État de San-Quentin où l'exécution devait avoir lieu. Pendant la plupart de son temps là-bas, elle se sentait agitée, marchant de long en large dans la cellule d'attente de la chambre d'exécution.
C'était une petite cellule et elle ne pouvait faire que 4 pas entre le mur et la porte. Elle a ensuite reçu la visite du directeur de la prison, qui s'est assis avec elle et lui a parlé calmement. Il semblait qu'il savait qu'elle était terrifiée et était déterminé à l'aider à se calmer. Avant de quitter la cellule, le directeur a ordonné au gardien de la prison de servir à Barbara autant de milkshakes au chocolat double qu'elle le souhaitait. Selon les rapports, Barbara n'a consommé que des milkshakes la nuit précédant son exécution. Le matin du 3 juin, Barbara a pris son petit déjeuner qui se composait d'un sundae au chocolat chaud. Elle était terrifiée par l'exécution et était connue pour exprimer ouvertement son incrédulité face à la situation. Son exécution dans la chambre à gaz était prévue à 10 heures, mais a été retardée jusqu'à 11h30. Barbara a demandé qu'un tissu soit placé sur ses yeux pour ne pas voir les visages des officiers. Ses dernières paroles étaient « Les bonnes personnes sont toujours si sûres d'avoir raison ». Lorsqu'on lui a demandé de prendre une grande respiration pour faciliter le processus, elle a répondu « Comment le savez-vous ?» Ce qui est devenu ses dernières paroles. L'exécution de Barbara a été assistée par 30 personnes, y compris des journalistes et des gardiens de la prison. Son mari Henry s'est occupé du corps de Barbara, qui a été enterré au cimetière de Californie après l'exécution.